Il faudrait peut-être garder le livre, mais comme un objet un peu sacré, un peu spécial, un peu exceptionnel, et pas forcément un objet de travail au quotidien, quoi. Presque. Enfin, Je pense qu'il y a deux trucs. En sacralisant les objets, on l'a fait avec la musique, le CD, on l'a fait avec à peu près tous les objets là, par le passé. Faut pas remonter très loin. J'avais lu il y a pas si longtemps un article où on voyait les enseignants, la nouvelle génération se plaint du fait que les étudiants utilisaient des tablettes, une ardoise physique, le tableau avec la craie. Parce qu'on disait, hmm. en utilisant ça, on n'apprend pas la vraie douleur que d'écrire sur le papier. Et si on fait une erreur, on ne peut pas effacer. Il y a eu la même haine contre les crayons à la mine, parce que c'était, moi, de la manière que je le vois beaucoup sur le terrain, c'est en termes d'accessibilité. D'aimer l'objet physique du livre, par exemple, ou le manuel, d'avoir des images accessibles devant toi, ça va si physiquement si en termes d'argent, financièrement, etc., ton école, tes parents peuvent se le permettre, des manuels à 100 $, etc., etc. Mais ce qu'on voit, c'est que l'accessibilité de ces outils-là, euh, elle est vraiment pas présente partout. Il y a beaucoup d'écoles. Un exemple très simple. Greybox, on met du contenu, on a un projet où on met du contenu pédagogique, donc l'entièreté de toute la discussion de qu'est-ce qui est libre de droit, etc., nous concerne directement. Mais on met du contenu, par exemple, je peux télécharger l'entièreté de Wikipédia en français. Ça me coûte à peu près 5 $ stocker ça. Je le mets sur un appareil et je peux le rendre disponible n'importe où dans le monde, même s'il n'y a pas d'Internet. Exemple, un village au Maroc. Maintenant, la première question qui vient tout de suite, c'est, ah, mais qu'est-ce qui arrive si je dois mettre à jour ce contenu-là? Hmm. Et j'adore donner un exemple très simple, c'est quand j'étais, exemple, en Afrique de l'Ouest, j'ai souvent vu euh, dans les classes la carte du monde, et quand on regarde de plus proche, c'est encore l'Union soviétique. J'aimerais beaucoup penser que l'Union soviétique existe encore dans mon cœur de jeune slave qui vient de l'Union, mais c'est pas le cas. On parle des années 90. Si le contenu des années 90 est encore là, on n'a pas un enjeu d'avoir le dernier contenu de hier. Maintenant, il y a des contextes, exemple comme quand on retravaille l'histoire pour le rendre plus juste, etc. Mais on est toujours dans des logiques de faire des mises à jour très, très ponctuelles à certains endroits. Ouais. De la manière que moi je le perçois, c'est comme si on a le même débat de dire est-ce qu'on devrait revenir aux médias imprimés, de la publicité imprimée, tout faire de base, alors que pourtant, avec le numérique, on peut finalement savoir qui consomme quoi. Maintenant, on se plaint souvent c'est plus facile de nous transformer en consommateur, mais si moi je fais un livre et que finalement je peux savoir qui lit quelle partie de mon livre, combien de temps les jeunes ont passé sur quelle partie de mon livre, parce que je sais, parce qu'ils interagissent avec les différentes sections, etc., je sais quoi écrire. C'est une stratégie, par exemple, que Khan Academy a utilisée. Ils ont fait l'entièreté de leur curriculum mathématique, mais ensuite, ils n'ont pas eu besoin de vendre une nouvelle édition. Ils Ouais. savaient exactement quelle partie rendait les gens extrêmement confus. Et ils ont pu les réenregistrer jusqu'à ce qu'ils trouvent une bonne manière de le faire. Mais Et du, ça, une fois qu'on a goûté à ça, c'est très difficile, à mon avis, de revenir en arrière et de seulement faire des mises à jour une fois par année de manière très, très, très incrémentale et pas connaître l'impact. du coup, Valentin, le contenu de Greybox, il colle pas particulièrement à un programme scolaire québécois, on est bien d'accord. C'est du contenu éducatif, libre de droit, qui peut venir de, bah, par On, exemple, on est très flexible là-dessus, en fait, parce que un des enjeux on a travaillé sur une plateforme, surtout quand on s'en va dans des régions reculées, c'est que nous, on se met en partenariat avec une organisation ou un programme et eux peuvent mettre le contenu dessus. d'accord. Ah oui, Souvent, là où on est très préoccupé, c'est en termes de qu'est-ce qui existe comme contenu pédagogique libre de droit, mais si une organisation possède déjà des licences d'utilisation pour certains types de contenus, c'est là où je reparlais tout à l'heure, exemple, de dire, ben moi j'ai un livre, mais si c'est derrière des PDF avec des droits d'auteur avec des DRM qui rendent ça très difficile d'ouvrir sur une autre plateforme, on n'a pas exactement on ouais. possède pas vraiment ce document-là, on possède une licence. Maintenant, en passant, le contenu québécois est très, très, très populaire, par exemple, en Europe, en Afrique de l'Ouest. À bien des égards, la manière pédagogique qu'on utilise ici d'expliquer les concepts est très appréciée. Pour un endroit qui possède les deux influences, ils peuvent accéder au contenu de France ou d'influence française versus celui du Québec. On code très bien à ce niveau-là. On a trouvé une méthode qui fonctionne très bien. Hmm, d'accord.
Est-ce que ça vous fait réagir, François, non, ce que dit Valentin ou pas? Parce que Oui, oui, tout à fait. Mais alors, juste pour. Euh, on développe un modèle adaptif, justement, pour encore plus préciser la finesse de ce qu'on peut faire. On a calculé il y a un peu plus d'un an qu'on avait à peu près 20 000 réponses en moyenne sur une question dans notre application. C'est-à-dire il y a 20 000 personnes qui répondent en moyenne à chaque question qu'on a dans l'application. Et c'est à partir de là qu'on a travaillé depuis donc 2 ans sur développer un outil de machine learning, etc. Tout ça pour dire qu'effectivement, on peut aller de plus en plus dans la finesse. On sait exactement les questions ou les sujets qui sont les plus demandés, utilisés par les utilisateurs. Donc, on peut vraiment mettre l'accent là-dessus. Et, euh, et, justement, on peut aussi, effectivement, par rapport à tout ce que permet la technologie là-dedans, on a, par exemple, je parlais du contenu qui vient quand même toujours avant de développer un algorithme, on a fait travailler toutes nos équipes d'auteurs pour construire des arbres des connaissances sur des notions essentielles. C'est-à-dire, je prends la notion de triangle qui peut être utilisée, qui peut être étudiée sur 3 ans dans le cursus scolaire. L'application, elle commence à poser des questions dans le niveau secondaire 3, par exemple. Si elle détecte que il n'a rien compris sur la notion du théorème de Pythagore qui a été étudié l'année précédente, l'algorithme va pouvoir aller lui rechercher des questions et lui conseiller de regarder des cours de l'année précédente, etc. Donc, on est vraiment dans une évolution technologique qui permet justement de manière automatique, hein, alors ça ne remplacera jamais le contact avec un prof, sauf que là, ça permet vraiment oui. de traiter des dizaines et des centaines de milliers de cas en même temps, au moins pour aller essayer de récupérer des jeunes qui pourraient être en rupture notamment, que ce soit ici ou que ce soit en France, le nombre de jeunes qui n'ont pas éteigné leur caméra pour suivre le cours, mais qui n'étaient pas là du tout pour le cours, etc. C'est aussi un moyen d'essayer d'aller raccrocher des gens qui sont en décrochage scolaire parce ils estiment qu'ils n'y comprennent plus rien, qu'on ne s'occupe pas d'eux et que Oui. voilà. Ou alors tout simplement que l'interface derrière une caméra n'est pas assez quelque part stimulant pour eux. C'est-à-dire qu'autant en classe, ben, ils peuvent interagir humainement avec d'autres, autant derrière une caméra, c'est plus du tout le même genre d'interaction peut-être. Et que quand on est habitué aux sollicitations constantes de Fortnite, rester assis comme ça devant un écran à écouter beaucoup quand même, à interagir un peu, mais écouter beaucoup pendant 3/4 d'heure, ça peut sembler impossible pour un jeune de 12 ou Je 13 pense ans. que c'est clair, mais d'autant que même pour les vidéos, je veux dire, les vidéos qu'ils regardent sur YouTube, c'est des trucs qui sont entre 2 et 3 minutes. C'est Après, ça.